Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. L'Algérie est une nation. Elle a été une nation, a été souveraine. Seule l'agression de 1830 lui a fait perdre sa souveraineté. C'est cette vérité incontestable que Mohamed Lamine Debbarine a balancée à la face des représentants du peuple français en 1947 lors de son discours du mois d'août de cette année 1947. Nous allons justement revenir sur le parcours de ce militant atypique dont la pensée a façonné l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Pour revenir sur le parcours de Mohamed Lamine Debbarine, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Rachid Khattab, un chercheur et un auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la guerre de libération nationale et du mouvement national. M. Rachid Khattab est l'auteur d'un livre remarquable justement sur le parcours de ce militant, Mohamed Lamine Debbarine. Monsieur Rachid Khattab, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci, monsieur Arab. Quand on parle de Mohamed Lamine Debbarine, il y a toujours une part de mystère dans la vie et le parcours de ce militant atypique. On dit de lui qu'il était un militant discret, un homme discret, même dans sa vie normale. C'est vrai, il est resté toujours loin des caméras. C'est quelqu'un qui était, par son travail, ou dans son travail de militant, qu'il a commencé très tôt, c'est les années 30, oui. Il était tout jeune. Il a accédé à la fin des années 30 à la dissolution du PPA en 1937, à la veille de la guerre mondiale. Oui. La Seconde Guerre mondiale, il accède au poste de direction. Il va jouer le rôle non élu de secrétaire général, par exemple, du parti. C'est lui qui, en l'absence de Messali, durant l'interdiction du parti du PPA, il assumera la direction, pas tout seul, avec d'autres personnes comme Mazranna, comme Bouddha, etc. Voilà. Donc, il est là, il est présent dans tous les moments forts de la vie du parti et du mouvement national à partir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1962. Alors, j'ai commencé l'émission avec cette citation extraite donc, de ce fameux discours du mois d'août 1947 où on peut lire la conscience, l'émergence de cette conscience nationale qu'il revendique haut et fort. Oui, je crois que Lamine Debbarine va jouer vraiment le leader ou l'instructeur en quelque sorte de toute une génération de militants qui vont arriver après lui, c'est-à-dire durant la Seconde Guerre mondiale, durant la période AML et l'officialisation du mouvement indépendantiste, l'MTLD, qui était la suite logique et historique du PPA. Oui. Et il va justement semer un peu ce sentiment, cette conscientisation un peu de la nation algérienne, le sentiment national. C'est-à-dire il va pas toujours, parce qu'un travail collectif, ils vont essayer d'élaborer une stratégie de mobilisation du peuple autour de l'idée nationale. Ils vont semer ce sentiment. Et il va unir les efforts, et comme on le remarquera d'ailleurs, durant la période des AML, qui était justement un moment très fort, le deuxième moment très fort, après celui de la constitution du Front qui a été fait les années 30 autour des ulama et des élus. Alors, vous avez évoqué dans votre introduction cette date importante, 1937, création du PPA,
partie du peuple algérien, qui sera dissous donc très vite, oui. après. Et puis Lamine de Barine va entamer son travail de militantisme, surtout un travail d'organique au sein de l'appareil clandestin. Et certains disent qu'il a façonné par sa prestance, par son sens du discernement, toute l'histoire du parti avant 1945, n'est-ce pas? Effectivement, on trouve cette élaboration ou ce travail de Lamine de Barine pas uniquement dans les discours oraux ou l'expérience des militants, mais aussi à travers des textes. Il a écrit, les gens ne le savent pas beaucoup, des textes qui sont vraiment, qui peuvent être considérés comme vraiment des doctrines. Il a élaboré une doctrine en quelque sorte. Et même si avant 1958, son travail n'a pas été connu, à partir de 1958, il va produire des textes, et des textes importants, inédits, que j'ai eu le plaisir de connaître et de divulguer. En annexe de votre dans mon livre. Travail. Oui. On connaît... Et la portée de ces textes, c'est-à-dire avant 1945 notamment. Pardon? Leur portée. Leur portée... contrairement à ce que l'historiographie, surtout coloniale, oui, a toujours montré les Algériens comme incapables de produire une texture, une doctrine de libération. À travers ces textes, finalement, on découvre. C'est le narratif colonialiste qui a été remis en cause. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont posé un peu les jalons d'une historiographie, c'est-à-dire fondée sur des présupposés coloniaux, et qui donne une incapacité aux indigènes de pouvoir se réfléchir et de produire du sens, de se projeter dans l'avenir. Quand on voit le manifeste de 1943, c'est fort. Et on voit après, dans toute la production faite au congrès des différents congrès du PPA, pas uniquement chez le PPA, mais aussi dans les autres formations nationales, c'est-à-dire l'aile réformiste avec Jamiat al-Ulama, ou celle de l'UDMA ou des élus. Il y a cette capacité et cette élaboration, même si elle n'a pas été très, comme je dis pour le cas de Lamine de Barine, elle est explicite oui, à partir de 1958, 1959, mais elle est sous-jacente. Sous-jacente. Alors, vous avez évoqué le manifeste du peuple algérien de 1943, mais avant, nous savons que juste avant le débarquement des Alliés, après la fameuse opération Torche, la fin de 1942, il y a un autre leader politique important qui a marqué la lutte du peuple algérien, à savoir Farhat Abbas, qui va remettre tout d'abord en décembre 1942 un mémorandum aux Alliés, donc au lendemain de... Et puis, voilà un mémorandum qui va se transformer en manifeste du peuple algérien, dans lequel on retrouve l'idée d'indépendance, autour de Farhat Abbas, Lamine de Barine, et ceux qui se sont regroupés autour de cet idéal. L'apport de Barine. Voilà, l'apport de Barine. Alors, il y a toute une polémique un peu autour du manifeste. Oui. Alors, on nous a appris que le manifeste est l'élaboration de Farhat Abbas seul. Oui. Mais d'autres historiens, comme Ray Goldzeger, ou selon les dires de... Mahfouz Qaddash également, il le dit. Mahfouz Qaddash, oui. et comment il s'appelle Belkhada, le deuxième président du GPA, disent que finalement c'était un tandem.
L'élaboration du manifeste, c'est un tandem. C'est une élaboration de Lamine de Barine et de Farhat Abbas. Mais comme Lamine de Barine était dans la clandestinité, le PPA était dans la clandestinité, il ne pouvait pas se montrer, se mettre en avant. Donc, on a confié à Farhat Abbas de présenter le manifeste. Alors, selon Goldzeger, elle dit que finalement le texte initial était l'œuvre de Lamine de Barine, qui c'était à la demande de Farhat, parce qu'à l'époque, Lamine de Barine résidait à Sétif. Il remplaçait le docteur Francis, oui, qui était le compagnon de Farhat Abbas. Oui. Et on dit qu'il se téléphonait beaucoup et Farhat Abbas invitait Lamine de Barine à sa table. Donc, et d'ailleurs, il y avait un contact permanent entre et le manifeste a été aussi élaboré avec l'assentiment de Messad Hajj qui était en résidence surveillée à Qsar Chlala. Tout le monde le sait. Et c'était le monsieur qui faisait l'émissaire entre Farhat et Messali, c'était Moufdi Zakaria. Oui. Il y a des archives du SLNA, oui, sur lesquelles j'ai travaillé. Oui. On trouve des correspondants, c'est-à-dire plutôt des contrôles, etc., etc. Donc, quel que soit maintenant l'élaborateur, etc., mais il y a un travail... La portée de ce texte qui est très très importante. Oui, parce que déjà, c'est-à-dire on dit que Lamine de Barine a élaboré le texte, selon les dires de ces historiens. Hein. Oui. Et il l'a élaboré, mais il avait une teneur un peu maximaliste. Oui. C'est-à-dire Farhat Abbas va essayer de l'adoucir pour qu'il soit acceptable aux autorités françaises. Ouais. Hein? Et chose qui a été faite par Farhat admirablement. Et comment dire, Farhat Abbas, par rapport à son parcours d'avant... Mais il y avait une période, justement, l'importance de ce document. Et c'est-à-dire les frontières entre l'UDMA, c'est-à-dire les réformistes, et les indépendantistes ont été complètement effacés pendant cette année 1940. C'est ça la prouesse de ces deux hommes, n'est-ce pas? De ces deux hommes, oui, qui ont essayé de... L'UDMA n'existait pas encore. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'était les élus. Oui, c'était les élus. Exactement. Parce que dans notre histoire, souvent c'est une chose qui est très mal étudiée, très mal étudiée. Pour une fois, avant 1954, je dirais, oui, oui, la période de la Seconde Guerre mondiale était... les AML, en créé l'union entre les différentes forces algériennes. Il faut voir que le texte a été signé par l'ensemble des élus, même pas élus, c'est-à-dire les fameux Beni-Oui, on l'a signé. Oui, oui, oui. Et imaginez que le président de la délégation financière algérienne l'a signé, Seyah, que les Tamzali, les Khdari, tout le monde a signé parce que les gens ont cru, pour une fois, ils ont cru aux Américains qui nous ont fait un mauvais tour. Ouais. Ils ont donné de l'espoir aux Algériens avec la Charte Atlantique. Et les gens voyaient l'avenir de l'Algérie, l'autodétermination, etc. etc. Ouais. Les Américains ont changé Kazakh après, hein, c'est-à-dire ils n'ont pas laissé tomber les Français, c'est-à-dire qu'ils ont reconstitué leur empire colonial, etc., etc. Hein. Mais ce moment, c'est-à-dire la période AML a été un moment très fort parce que tout le monde s'est retrouvé, c'est-à-dire tout le monde a mis un petit bémol, c'est-à-dire les élus qu'on a dit tout à l'heure, les BUI, même les gens qui étaient pro-administration, ont évolué. Dans Farhat Abbas, ce n'est plus Farhat Abbas d'avant la Deuxième Guerre mondiale, oui, qui change complètement de cap. Il parle d'autonomie. Oui. D'une Algérie, il faut voir le... Il parle même d'autodétermination, le droit à l'autodétermination. Oui, il faut voir les résolutions du Congrès des AML d'avril 1945. Oui. Où on parle carrément d'un drapeau algérien, d'une assemblée algérienne. C'est-à-dire, ils acceptent la tutelle française concernant les affaires étrangères, etc., mais une souveraineté algérienne, une assemblée algérienne. Ça a été un moment d'où
ce qui s'est passé en 1945, parce que le mois de mai 1945, ça a été la catastrophe. Le mois de mai, voilà, ce sont justement les massacres du mois de mai 1945 qui vont complètement remettre en cause cette initiative, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire 1945, justement, le mois de mai 1945, parce qu'il y a deux moments là, importants, justement. Deux moments importants. Il y a le 1er mai 1945 et le 8 mai 1945. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une affaire uniquement du PPA, l'affaire de 8 mai 1945. Exactement. Moi, j'ai un tract des AML qui demandent les manifestations de 8 mai 1945. Ce n'est pas uniquement. C'était. Il y a eu le congrès, comme je vous ai dit, le mois d'avril 1945. Il y a eu l'affaire d'Orsar Shlala. Oui. Lorsque le Saleh sera déporté, donc. Parce que, justement, il y a eu même l'idée, en avril 1945, l'idée de déclaration de l'indépendance de l'Algérie. Un projet de déclaration d'indépendance de l'Algérie. Alors, on dit qu'il y a eu une tentative d'évasion de Messali qui a été faite, justement, par ses amis, ses militants du PPA, y compris Lamine de Barine, oui. et Ouali Benay, et Aslah aussi, les trois. On essayé de le faire évader. En s'évadant, les gens disent qu'il allait vers Sétif, à la ferme des Maïsa, la famille Maïsa, oui, qui était des notables du coin, pour faire cette déclaration d'indépendance de l'Algérie. Il y a une autre version qui dit que normalement elle devrait aller à Djbel Amour, dans le Haut-Atlas, pour faire cette déclaration. Mais ce projet a foiré, il n'a pas abouti, oui, parce que Messali se fait arrêter. Alors il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. On dit que c'est Lamine de Barine qui a conçu ce projet. Et lui, il a gardé le secret sur ce projet. Et puis, il y avait donc au sein du parti l'histoire donc d'un soulèvement vers la fin du mois de mai 1945, oui, que de Barine avait également cautionné. Non, Lamine de Barine dit jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de sa vie, qu'il n'a jamais été derrière le soulèvement. C'est pas le soulèvement, c'est pas les manifestations. Voilà. Le fameux ordre est contre-ordre. Ce n'est qu'après. Ah voilà, après les massacres. Les massacres. Mais lui, il est rentré dans la clandestinité. L'appareil du parti a réfléchi à un certain moment à déclencher une lutte armée. Voilà, il y a une déclaration de Messali Hajj à Ornu, au congrès d'Ornu, où justement on se lamente en disant que finalement personne ne sait ce qui s'est passé réellement le 8 mai 1945. Parce qu'il y a une chose importante, c'est que la direction du PPA a été décapitée en 1945, le mois de mai 1945. Oui. Beaucoup de responsables ont été arrêtés. Mais le comité directeur du PPA clandestin, il y avait Chedli Mekki, il y avait Ahmed Bouda, il y avait Cherchali, il y avait Mustafa. Mustafa, oui, Chawka Mustafa. Chawka Mustafa. C'est eux qui ont pris la décision du 8 mai 1945. Mais moi, je réaffirme encore une deuxième fois, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Il y a eu un accord tacite de l'appareil des AML. Même si Farhat Abbas, dans son testament, qui a été retrouvé après, oui, où il dit que je n'ai rien à faire avec cette affaire du soulèvement. Mais le 1er mai 1945, par contre, Lamine de Barine était présent. Il y a eu des manifestations à Alger, à Oran, il y a eu des morts, etc. Alger, à Oran, mais le 8 mai 1945, Lamine de Barine était assétif, mais oui, il était au dehors c'est-à-dire de la prise de décision, et d'ailleurs, chose confirmée après par Mustafa, qui était l'un des éléments de ce groupe qui a décidé 1945, de 1945, où il dit que Lamine de Barine n'était pas présent. Concernant l'ordre et le contre-ordre, oui, voilà, dont vous parlez tout à l'heure, c'était une décision, surtout concernant la Kabylie particulièrement, où certains ont marché c'est-à-dire essayer de couper comment on appelle, l'encerclement, ou c'est-à-dire d'affaiblir
C'est une manœuvre de diversion en quelque sorte. Diversion pour desserrer les taux sur la région de Sétif. Sur la région de Galma, voilà. Et de Galma. Et là encore une autre fois. Parce qu'il y a beaucoup d'événements, etc. On connaît très peu ce genre de. Cette question. On dit que 8 mai 45, c'était une provocation des colonialistes, parce qu'ils ont préparé un dispositif. Et il y avait, tout le monde le dit, Kazan, qui était le secrétaire général de la préfecture, etc., qui ont pris cette décision. Il y a des manœuvres militaires. D'ailleurs, les arrestations, quand ils ont procédé aux arrestations, tout a été préparé. Même Farhat Abbas, il a été arrêté. Cheikh Ibrahimi, tout le monde. Et Messali déporté. Il y a eu. Voilà. Donc, certains disent que finalement, c'était un coup préparé. Et d'ailleurs, Carbonel, qui était le préfet de Constantine, il disait, il fallait, ou bien c'est la Perlier plutôt, qui était le préfet d'Alger, il leur disait qu'il fallait laisser mûrir l'abcès pour le crever. Et il savait ce qui se passait après le congrès du mois d'avril 1945, avec l'affaire de Khsar Chlala. Il savait qu'il y avait un sentiment. Est-ce qu'il ne savait pas cette histoire il avait connaissance pour l'histoire de cette déclaration d'indépendance de l'Algérie. Voilà. Mais il y a eu ces massacres et les gens ont payé lourdement ça. Mais selon la logique même, la doctrine comment on appelle, de Lamine de Barine était toujours contre les mouvements spontanés. Parce que les gens ont pris conscience de ce qui s'est passé dans les soulèvements populaires à la fin du 19e siècle, ou même au début du 20e siècle. C'est-à-dire l'armée française arrivait toujours à mater les rébellions parce qu'ils étaient mal organisés. Et il leur disait que les dégâts de l'insurrection mal organisée font plus de mal qu'un mouvement organisé. Et d'ailleurs, Messali Hadj reprochait à Lamine de Barine le fait de ne pas avoir fait le soulèvement en 40, au moment de la débâcle française, la drôle de guerre. Il leur disait, c'est à ce moment-là qu'il fallait se soulever, parce que la France était à genoux. Et c'est une chose, d'ailleurs, qui obsédait Lamine de Barine dans toute sa vie, selon Aït Ahmed, ou même selon les dires de Youssouf Ben Khedda quand ils étaient arrêtés en 1943 à la prison de Bab el-Oued, l'actuel Mayo. Il leur disait, il était obsédé par cette occasion ratée de 1940. Ils n'ont pas su saisir l'occasion pour se soulever. Mais Lamine de Barine, quand il arrive, donc pendant ces années 43, 45, même après, il va donner de l'épaisseur à l'action du PPA d'abord et du MTLD par la suite, n'est-ce pas? Sur le plan intellectuel, Oui, je crois qu'il y a un témoignage, un très bon témoignage de Omar Siddiq. Oui. Justement, il parlait, durant cette période de clandestinité, Omar Siddiq qui se rappelait justement comment que Lamine essayait de leur inculquer justement cette histoire de conscience nationale. Que finalement, quelque chose d'important d'unir toutes les énergies algériennes et sortir du tribalisme, ou la l'Orochia, comme on dit en langue arabe. Et c'est ça un peu, ce n'est pas propre à l'Algérie, il y avait tous les mouvements anticolonialistes. C'est au moment où ces mouvements anticolonialistes à travers le monde, chez les Malgaches, chez les Camerounais, chez les Vietnamiens, etc., on revient même à l'histoire de la création de l'État-nation. Même l'Allemagne, il ne veut pas que toute la dialectique hegelienne repose sur ça, justement, la nation, l'État national, ou le discours de Fichte, le philosophe, justement, la fameuse lettre à la nation allemande, qui sera justement c'est le cas aussi de l'Italie, l'unité italienne avec Mazzini, etc., Garibaldi, etc. Mais chez Lamine de Barine, on n'est pas dans le cadre de la création, il dit la restauration de la nation algérienne. Selon même les dires du discours de 47, quand vous avez cité. Il parle de restauration. Voilà. Pour lui, la nation, elle était là. Elle était là même avant 1830.
On le remarque aussi dans ce discours, vers la fin, peut-être que j'aurai l'occasion de citer le dernier paragraphe de ce discours de 47, mais aussi dans la déclaration du 1er novembre. Et même la déclaration de la création du GPRA le 18 septembre 1958, où il ne parle pas de création de l'État algérien, mais la restauration de l'État algérien. On va y revenir pour rester dans cette période, parce que c'est une période importante. Le premier qui a essayé donc de tirer les leçons de ce massacre, de cette période dramatique donc dans l'histoire, c'était Lamine Barine au sein du parti, juste après 45. Oui, 45. C'est-à-dire l'orientation que va prendre le parti, c'est-à-dire là, après 45. Oui, 45, justement, le parti décapité, les massacres, le retour de Messali en 46 après l'amnistie, et la rentrée dans la légalité. Et Messali arrive après un long moment d'exil, quelques 6 ans ou 7 ans entre l'emprisonnement, etc., entre l'Ambèze, le Goléa. Ce n'est plus Messali de la fin des années 30. Exactement. Il arrive, il trouve un nouveau parti avec de nouvelles têtes, de nouveaux personnages. Une organisation parfaite. Oui, parfaite, parce que les gens ont mûri. Il y a aussi l'apport d'autres. Ce n'est plus le parti plébéien uniquement. Mais il y a des gens, des jeunes générations de bourgeoisie, petite bourgeoisie algérienne qui s'est constituée à l'aune du capitalisme colonialiste, etc. Des gens aisés, des gens qui ont fait des études, on peut les citer, les Belkhadda, les Moustapha, les Debarine, les Maïza, etc. Des gens qui sont diplômés, qui ont fait, etc., qui vont venir au parti. Donc le parti va avoir va prendre plus de poids, etc. Donc Messali, arrivé en 1946, il va organiser la fameuse réunion de Bouzarea, où justement il va réunir tous ces jeunes qui vont une fois retrouver le Zaïm, qui jouissait d'une aura remarquable. Et il y a eu un problème au sein de ce parti maximaliste, indépendantiste, c'est celui de sortir de la clandestinité et de choisir la voie légale et participer aux élections. Il y a eu des débats très forts, justement, entre les différentes ailes du parti, parce qu'il n'existe pas une unité de façade, hein, mais il existe des tiraillements, des conflits, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Alors, ils organisent un congrès. En 1946. En 1946, ils organisent la fin de l'année 1946 à Bellecour, dans une limonaderie. Et là, il va y avoir des motions. Il va y avoir des motions. Et Lamine Barine, là, va apparaître comme l'opposant à Messali. C'est-à-dire la suprématie du chef. Et il va drainer avec lui un peu l'option de la révolution armée. Et c'est là où il y a la création de l'OS. Et on le charge, lui et comment il s'appelle M. Bokadoum d'abord, oui. Comme deux têtes aînées un peu, pour justement aider comment il s'appelle, Mohamed Belouizdad à constituer cette unité. C'est-à-dire cette unité de combat qui malheureusement va connaître un peu des déboires les années 50, etc., avec son démantèlement. Donc, alors, c'est un projet qui verra le jour en 47, c'est-à-dire... En 47, il y a eu des débats, après débat justement. Ah oui, le congrès de 47, c'était un tournant également dans l'histoire du parti. Dans l'histoire, et Lamine Barine va jouer un rôle important, parce que c'est lui qui sera le parrain un peu de ce groupe, parce qu'il va se charger non seulement de sa formation politique, mais aussi de son ravitaillement, son ravitaillement en armes. Il fallait trouver ailleurs les armes pour... Alors je trouvais des archives, dans les archives françaises. Et puis, non, il est allé jusqu'à inciter les députés comme lui à l'époque du parti, parce que du MTLD, à mettre tous les moyens au service donc, de cette organisation. Donc il se déplaçait dans les véhicules, par exemple, de ces députés. Comme on sait avec le coup de la poste d'Oran, qui ont utilisé la voiture de Khédar
avec la cocarde de l'Assemblée française pour faire fuir les gens qui ont fait le hold-up. Voilà. Mais l'ami de Marine va cristalliser un peu cette revendication. Il sera un peu le théoricien de l'action armée. Théoricien de l'action armée. Maintenant, quels étaient ses rapports pendant cette période? Pas après. Donc, avec ce qu'on appelle les activistes du parti. C'est comme ça qu'on les Boudiaf, les Belouizdad, les Ait Ahmed, les Ben Bella, c'est-à-dire tous les gens qui vont structurer l'organisation spéciale. Oui. Quels étaient ces rapports avec Nous savons que les rapports avec Messali étaient des rapports distants, parce que Messali le voyait venir. Il voyait en lui un opposant, parce qu'il était jeune par rapport à lui, parce que là, il est né à la fin du 19e siècle, l'autre, il est en 1917, il y a quelques 18 ans d'âge, l'écart d'âge entre eux. C'est deux expériences historiques et de militantisme. Et puis il était pragmatique, lui. Il était pragmatique, mais on dit souvent, justement, on lui colle l'étiquette d'activiste par rapport aux théoriciens du politique. Les textes qu'il va élaborer par la suite montrent le contraire. Plutôt, c'est quelqu'un qui était... Il a toujours freiné les ardeurs des activistes. Dire il faut tempérer parce qu'on n'est pas prêt. Donc il va essayer, durant toute cette période, pas lui seul, mais avec tous les gens que vous avez cités de l'OS, pour créer cette structure paramilitaire capable de passer à l'action au moment voulu. Alors, pendant la même période, dans l'esprit de Mohamed Lamine de Barine, il va y avoir l'émergence de la nécessité d'internationaliser la question algérienne, n'est-ce pas? C'était pendant cette période. Alors, oui, ça c'est... Oui. Vous savez, Lamine de Barine, c'était un peu le monsieur des affaires étrangères du PPM-TLD. Oui. Dès le début, en 1945, par exemple, après le massacre du 8 mai, il va prendre la tâche avec les Maghrébins pour essayer de faire un front commun. Et il va s'occuper de cette tâche. Il va partir en Tunisie pour cette tâche. Il va envoyer d'autres, Moustapha, je crois, et quelqu'un d'autre. Lui qui a connu très bien Ben Barka, oui, parce qu'ils étaient tous les deux à la fac d'Alger, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'une seule université au Maghreb, c'était la fac d'Alger, donc comment il s'appelle, Ben Barka a fait ses études ici, donc ils se connaissaient à travers l'AIMAN aussi, l'association des étudiants nord-africains, tous les deux en unité. Lamine de Barine était vice-président de cette association. Voilà. Donc, et la même chose aussi sera remarquée lors du congrès de 1946. On lui assigne la tâche des affaires étrangères du MTLD. Et il y a aussi l'histoire très importante aussi du congrès de Zeddine. Oui. C'est-à-dire de Zeddine en 1948. Oui, il va y avoir le fameux rapport de Hussein Ahmed. Exactement. Oui. Le congrès de Zeddine, ce n'est pas un congrès, c'est la réunion du comité central élargi. C'est déroulé à Zeddine, du côté de Ain Dafla. Oui. Et ils vont faire voter une motion où elle octroie, cette motion octroie les pouvoirs absolus à Lamine de Barine de diriger les affaires, les relations extérieures du MTLD. Ce qui a choqué Msali El-Hadj. Et en tant que tel, il avait entrepris des contacts en dehors, même en dehors du Maghreb. Hein. Du Maghreb, il va même au Caire. Il a contacté Azem Pacha, il a contacté des leaders des autres partis maghrébins, Bourguiba, et tous les gens qui étaient là-bas avec le congrès, avec le comité de libération de l'Afrique, du Maghreb, comment il s'appelle, Khattabi. Abdelkrim Khattabi, où il essaye justement d'avoir des armes pour l'os.
et pour les autres mouvements de libération d'Afrique du Nord, du Maghreb. Et on dit qu'il est allé voir même Azem Pacha pour lui dire aidez-nous à trouver des armes. Et Azem Pacha lui dit, surtout après la déconfiture de 1948, la guerre de Palestine, la Mekba, il lui dit vous savez, même les Arabes, les autres armées arabes ont besoin d'armes. Alors, Azem Pacha qui lui confie la tâche, il lui dit il faut qu'on crée un bureau au Caire, vous allez vous en occuper, on va vous débrouiller de l'argent et vous allez nous débrouiller des armes ailleurs que chez les Anglais, etc. Et il devrait constituer même un secrétariat, etc. Et d'ailleurs, il y a un gars de Tébessa qui s'appelle... c'est un enseignant de langue arabe, d'une médersa, je vais retrouver son nom, qui sera normalement nommé secrétaire, Rabhi, qui devrait, celui qui est témoignage de Rabhi, qui dit qu'il devrait, je crois que le bureau s'est installé en Libye pour procurer justement les armes, même pour les autres pays arabes, pour les armées nationales arabes. Et la France, d'après les fiches de police que j'ai consultées, était au courant de la constitution de ce bureau. Et au retour de l'ami, il croyait qu'il transporterait les armes avec lui pour l'arrêter. Finalement, il était très méfiant, il n'avait rien pris avec lui, il a fait juste les démarches. Après cela, il a présenté un rapport au comité central. Il n'y a jamais eu de suite. Et c'est parmi les éléments qui ont fait qu'il y a eu une rupture après avec Messali et tout ça. Messali, voilà, cette rupture, donc, elle sera décisive donc, en 1949. Alors, plutôt. Oui, décision en 49. 49, donc, il démissionne du parti. Oui. Là, on n'a pas toutes les données sur cette démission de ce militant dévoué. Oui, finalement, c'était... c'est pas un homme qui démissionne, Lamine de Barine. Il ne démissionne pas, mais c'est quelqu'un qui était un peu... Il se retire. Il se retire. D'ailleurs, il n'a pas attendu son exclusion du parti, il a démissionné par fierté. Il a démissionné. Et il voyait les choses venir, parce qu'il y avait un conflit au sein de la direction. Voilà, au sein de... C'est-à-dire l'histoire de 1940, le problème de 1949, mais les véritables raisons de sa démission n'étaient pas le conflit donc, de 49, la crise de 49. Finalement, tous les militants, même ces farouches opposants, y compris Ben Bella, s'aperçoivent bien plus tard que finalement, c'était un coup monté. C'est-à-dire ça... C'était un coup dont l'organisation portait à l'organisation. C'était pas une histoire de culturaliste, berbériste, etc., mais c'est une histoire de doctrine. De doctrine, oui. Plutôt. C'est le fonctionnement démocratique de l'institution du parti. Il y a des jeunes qui voulaient des débats au sein des institutions, des instances du parti. Chose que, c'est-à-dire un pouvoir trop personnel de Messali, qui était hégémonique, c'était quelqu'un qui a étouffé toutes il y a un embourgeoisement aussi, tout le monde l'a remarqué. Il y a un appareil administratif qui est devenu... bureaucratique. Oui, qui a freiné un peu l'élan des années de 1946, 47, etc. Exactement. Et il y a eu l'affaire de l'os, le démantèlement de l'os. Après, en 50. Oui, 50, c'est ça. Tout ça, ça couvait. Mais pourquoi Lamine de Barine décide de jeter l'éponge comme ça? Parce qu'il n'a pas été cité dans l'affaire, donc dans cette crise. Non, il est cité, on lui reproche même d'être l'instigateur de la crise berbériste. Ils disent que finalement Mohamed Bouda et Lamine de Barine étaient derrière ces jeunes... les jeunes qui ont posé le problème. C'était clair. D'ailleurs, même un gars comme Yves Courrière parle dans ce livre, il dit ce député connu pour être berbériste. Lui, il n'a jamais été, oui. D'ailleurs, il y a même pas une anecdote, mais un exemple, un fait relevé par
par Mbrouk Belhoussin et Saïd Bouza, qui sont allés le voir à l'Elma, à Saint-Arnaud, pour lui dire tu vas intercéder pour que justement on va regagner le parti. Il leur a dit mais écoutez, c'est une peau de banane qu'on vous a mis sous les pieds et vous êtes tombé là-dedans. Mais le bonhomme qui est visé dans cette affaire, c'est moi. Carrément. C'est-à-dire, à travers cette crise, c'était une façon d'évincer. D'évincer parce qu'il commençait à poser problème aux Zaïm. Voilà, tout ça. Et à s'imposer au sein du parti. Ça. Et oui, lui, il part, il revient à Saint-Arnaud pour exercer sa profession. Il essayait de reconstituer un parti, d'organiser ses partisans, etc. Ça n'a pas marché. En plus, il y a eu l'affaire, la découverte de l'os, donc il a arrêté son ardeur. Et d'ailleurs, l'affaire de la découverte de l'os, c'était Khiari, le fameux Khiari. Oui, à Tébessa, l'affaire de Tébessa. De Tébessa, c'était un partisan de Lamine de Paris. C'était un partisan de Lamine de Paris. Donc, c'était, disons, l'affaire Lamine de Paris. Hein, on l'appelle comme ça, le problème Lamine de Paris, au sein des instances du parti, qui a fait retarder, parce qu'il y a un démantèlement après, beaucoup de gens, de brillants militants qui ont été exclus du parti. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut dire que jusque-là, donc en 1949-50, Lamine de Paris était victime d'un complot interne? Oui, c'est-à-dire, c'est un peu la vie. On a brisé c'est un élan. Et le démantèlement de l'os il a fait retarder de pas mal de temps il fallait le déclenchement de la lutte. Il a fallu, et les débats après 53-54 qu'il y a eu entre les centralistes et les messalistes, et la suite logique des débats internes qui se déroulaient à l'intérieur du parti. J'aimerais qu'on termine ce premier numéro consacré à Lamine de Barine, parce qu'on dit que le temps... Alors, donc, on revient à ce discours avec lequel on a commencé, le discours de 1947. Je pense que vous voulez revenir même avec nous avec un extrait important de ce discours de 1947. C'est vrai que notre génération se pose des questions, par exemple, beaucoup sur... l'appel du 1er novembre. Oui. Mais jusqu'à présent, je croyais que l'appel du 1er novembre n'est pas sorti ex nihilo comme ça. Il n'est pas tombé du ciel, exactement. Oui. Alors, j'ai trouvé le dernier paragraphe de son discours, fameux discours de 47. De 47, oui. Devant l'Assemblée française, hein, et qui nous montre les germes, justement, de pensée qui était ancré déjà en 47. Et là, ça explique... Et chez beaucoup de militants. Il voulait en découdre avec... Et tous ces jeunes qui affluent au parti après 45, c'était ça, il fallait en découdre avec les colonialismes. Voilà. J'espère que j'ai une bonne diction pour le spectateur. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le dernier... paragraphe. Alors, il dit, le peuple algérien nous a mandatés, c'est-à-dire eux et les députés, nous élus nationalistes algériens, pour proclamer au peuple français et au monde entier que l'Algérie ne reconnaît pas l'état de fait créé par la conquête de 1830, que l'Algérie n'est pas française, qu'elle ne l'a jamais été et qu'elle ne reconnaît pas à la France le droit de lui donner un statut quel qu'il soit, et qu'au surplus, aucune solution ne peut être acceptée par le peuple algérien si elle n'implique pas au premier chef la garantie absolue d'un retour à sa souveraineté nationale. C'est pourquoi nous réclamons l'élection d'une assemblée constituante algérienne, souveraine, élue au suffrage universel, sans distinction de race ni de religion. C'est la seule solution qui, en postulant le retour à la souveraineté nationale de notre peuple, constitue par là même la solution juste et démocratique du problème algérien. Ça, son discours de 47. 1947 qu'on retrouve explicitement. Oui. Vous voyez tous les germes de cette pensée. On le retrouve dans la proclamation du 1er novembre 1954. Les grands traits, c'est ça. Nous allons y revenir donc sur le parcours de Lamine de Barine, donc pendant les années 50, début des années 50, le déclenchement de la guerre de libération,
il va rejoindre en 1955 la délégation extérieure du Front de Libération Nationale et puis ministre des Affaires étrangères du GPR. Ce sont là donc quelques points de la prochaine émission que nous allons faire ensemble avec vous, M. Rachid Khattab. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission et je remercie ceux qui nous ont suivis cette soirée. Excellente soirée et à bientôt.